On le considère souvent comme le petit pousset des cuirassés de la Seconde Guerre mondiale. Certains disent que son calibre n'est pas assez élevé, d'autres qu'il est trop petit, d'autres encore qu'il est trop lent. Et pourtant, ses canons réduiront au silence le géant allemand. Son blindage, lui, est plus élevé que n'importe lequel de ses concurrents, et il n'est pas nécessairement plus lent qu'eux. Un navire à ne certainement pas sous-estimer. Amis fans de grands navires ou simples curieux, je vous présente le King George V. Avant de commencer, et comme toujours, je vous invite à vous abonner. Vous n'êtes même pas 5% à regarder mes vidéos, et il y en a déjà plusieurs qui sont sortis, tandis que d'autres sont en préparation. Alors surtout, n'hésitez pas. Ensuite, je ne vais pas parler en détail de la Royal Navy dans cette vidéo, sinon elle durerait trop longtemps sans trop s'intéresser au sujet principal, qui est le King George. Donc en réalité, cette vidéo sera très similaire à celle sur le Jean Bart, dans laquelle je vais aborder directement le sujet, donc avec les différents projets qui ont précédé le navire, les traités, et ensuite parler de la classe en elle-même. En espérant que ça vous plaise, et je vous souhaite donc un bon visionnage. Première partie, une course à l'armement qui ne peut pas s'arrêter. Notre histoire commence à la fin de la Première Guerre mondiale. L'Allemagne est vaincue, mais la Royal Navy est ébranlée. Car même si les chiffres peuvent nous prouver le contraire, cette dernière est dans une position plus que délicate. Mais plus ébranlée encore sera la mise en chantier de leur croiseur de bataille de classe Admiral. Une classe aux dimensions inédites pour l'époque, dont les nombreux défauts, avant même qu'ils prennent la mer, seront mis en lumière par la bataille du Jutland. C'est en effet lors de la bataille du Jutland, où de nombreux croiseurs de bataille seront perdus à cause de leur soute-munitions trop exposées. Sans même parler de leur blindage, beaucoup trop faible par rapport aux cuirassés adverses. La vitesse n'était donc pas tant un atout que ça finalement. Les Anglais essaieront bien de pallier à ces défauts lors de la construction du Hood, le seul croiseur de bataille de classe Admiral qui restera en construction. Mais malgré tout, ils préféreront stopper la construction des 3 autres unités de la classe et partiront plutôt d'une feuille blanche. Cette feuille blanche, ce sera les cuirassés de classe N3 et les croiseurs de bataille de classe G3. Le premier, le N3 donc, sera armé de canons gigantesques de 18 pouces ou 457 mm. Il disposera d'un blindage de cuirassé, mais par contre aura aussi la vitesse qui va avec. Le deuxième, le G3 donc, et vraisemblablement celui qui sera choisi par la suite, était plus rapide mais moins blindé, d'où la classification en croiseur de bataille. Il aura aussi un armement un peu plus restreint, avec des canons de 406 mm, ou 16 pouces. Une fois le projet G3 choisi, les Anglais lanceront la construction de 4 unités. Mais les chantiers seront rapidement mis en suspens. En effet, dans le même temps eut lieu le traité de Washington. Un traité qu'on va commencer à connaître sur cette chaîne. Ce dernier limitera le poids des futurs cuirassés, ou même tout simplement des grands navires de ligne, à 35 000 tonnes, ainsi que le poids total autorisé pour une flotte. Ainsi fut scellé le destin du G3, dont les 4 unités de la classe verront leur construction annulée. Aussitôt commencera le travail sur la classe O3, qui sera plus tard connue sous le nom de Nelson, qui garderont nombre des innovations des N3 et G3 précédents. D'ailleurs, la classe Nelson est souvent vue comme une version tronquée de ces mêmes navires. Pendant ce temps, les Américains et les Japonais annuleront eux aussi leurs différents projets. Les seuls survivants seront les Amagi, Tosa et Lexington, qui seront convertis plus tard en porte-avions. Même si les Anglais lanceront la construction de la classe Nelson, cette fameuse course à l'armement sera temporairement stoppée. Cette pause durera un peu moins d'une dizaine d'années, avant que les Allemands ne rentament de nouveau la course avec leur croiseur de classe Deutschland. Pendant ce temps, et malgré l'arrivée des 2 unités de classe Nelson, le HMS Nelson donc, et le HMS Rodney, la flotte anglaise commençait à marquer son âge, un problème que les 2 cuirassés ne peuvent résoudre, subissant de nombreux problèmes de jeunesse, et le canon de 406 mm n'étant pas aussi performant que ce qu'ils auraient voulu. Sans même parler de sa vitesse. Des défauts que son excellent blindage ne rattrapera pas, la classe faisant toujours autant polémique. C'est donc suite à ces nombreux problèmes que les travaux sur un nouveau canon commenceront.
Le 406 mm ne donnant aucune satisfaction aux Anglais de par ses nombreux défauts, notamment son poids, ces derniers chercheront à créer une pièce plus légère et moins coûteuse qui donnera au moins autant de satisfaction que les 380 mm des classes Queen Elizabeth par exemple. Viendra ensuite la conférence navale de Londres, où les Anglais chercheront à réduire le calibre principal des futurs cuirassés, à 356 mm évidemment. Cela en plus des autres limitations qu'ils veulent apporter aux cuirassés. Même si les études autour d'un canon de 356 mm furent entamées, les premiers plans voyaient plutôt un navire équipé de 9 canons de 381 mm. Un calibre ayant largement fait ses preuves au cours de la Première Guerre mondiale et qui plus est disponible rapidement. Au final, les seuls réels travaux au niveau de l'armement principal seront de construire une nouvelle tourelle triple pour accueillir ces canons de 381 mm. Au départ, l'armement secondaire devait être composé de canons de 152 mm, une étude rapidement revue, étant donné que le bâtiment finirait plutôt par être assez lent. Et donc ces canons 152 mm seront plus tard remplacés par des canons de 120 mm, toujours dans le projet bien sûr. Finalement, il ne faudra que peu de temps pour que le calibre 381 mm soit mis de côté. Les Anglais souhaitant garder un navire suffisamment rapide et suffisamment blindé pour un poids toujours de 35 000 tonnes. Finalement, les travaux sur le 356 mm s'accélèrent et ce calibre sera donc choisi pour la classe King George V. Dans le même temps aura aussi lieu l'accord naval anglo-allemand, dans lequel les Allemands ont le droit de construire maintenant une flotte à 35% du tonnage de la Royal Navy, tandis que le calibre doit rester limité à justement 356 mm. Une bonne nouvelle donc pour le Royaume-Uni, juste avant le second traité naval de Londres, où ils vont de plus en plus mettre en avant la limitation à un calibre, toujours encore une fois à 356 mm, pour toutes les grandes flottes, que ce soit les États-Unis, la France, le Japon ou l'Italie. Mais on verra bien que tout ne se passera pas comme prévu. Les premiers designs, datant de juste avant la deuxième conférence navale de Londres, voyaient un navire aux statistiques plutôt proches de ce que le produit final allait être. Mais avec 4 tourelles quadruples de 356 mm afin d'augmenter la puissance de feu par rapport au canon de 381 mm. D'ailleurs, la performance du canon de 356 sera jugée très satisfaisante par la Royal Navy, voire même supérieure sur certains points à celle du 381 mm. Mais au final, la seconde conférence navale de Londres sera un gros échec pour la Royal Navy. Même si la France ne rechigna pas vraiment à ces règles, les États-Unis, elles, pensaient autrement. En effet, les États-Unis n'accepteront de signer que si le Japon accepte de limiter lui aussi son calibre à 356 mm. Mais ces derniers se sont déjà retirés de la conférence navale de Londres et ne comptent pas s'y réinscrire. Tandis que les Italiens, eux, n'accepteront tout simplement pas de signer, jugeant le traité irrespectueux, et les littoraux seront bien prévus avec des canons de 381 mm. Au final, les Américains entameront de nouveau le travail sur un canon de 406 mm, alors qu'ils avaient prévu à la base de faire un navire équipé de 3 tourelles quadruples de 356 mm, le futur North Carolina. Les Français, eux, utiliseront bien le calibre 380 mm sur la classe Richelieu, tandis que les Japonais, même si on ne connaissait pas réellement leur plan, on se doutait bien qu'ils utiliseraient un calibre au minimum de 406 mm. Au final, et comme dit plus tôt, ce traité sera un immense échec, qui ne sera plus respecté par personne, sans même parler du traité de Washington, qui lui non plus verra ses restrictions peu respectées. La course à l'armement avait repris, mais ce ne fut pas une raison pour la Royal Navy d'arrêter le travail sur les 356 mm qui avançait bon train. Surtout qu'en 1937, le King George et le Prince of Wales sont déjà mis sur cale et en construction. La question se posait donc, continuer avec le calibre 356 mm, jugé peut-être inférieur aux autres, ou entamer de nouveau l'étude sur un nouveau canon de 381 mm ou de 406 mm, sachant que cela retarderait la mise en service des navires. Finalement, la Royal Navy restera claire sur le sujet, ce sera bien le 356 mm et rien d'autre. Car les avantages de ce calibre sont indéniables, un poids plus léger et une répartition des masses plus équilibrée font que le navire sera peut-être plus rapide et surtout plus maniable. En revanche, le travail sur le blindage, qui va bon train et qui est l'un des points les plus importants pour cette future classe de navire, restera le même depuis les discussions du traité de Washington. Le navire doit être capable de résister au canon de 406 mm, tandis que le schéma restera inspiré de la classe Nelson, à savoir le tout ou rien. En revanche, et contrairement au Nelson, la ceinture du navire sera placée à l'extérieur, en grande partie pour y faciliter les interventions,
Cet agencement doit aussi faciliter la flottabilité et réduire le roulis, en modifiant l'effet des déplacements de centre de gravité sous les mouvements de la mer. Pour que le navire garde une certaine vitesse, il fallait donc économiser du poids pour rester sous la limite des 35 000 tonnes. Ainsi, ce sera la batterie principale qui sera, entre guillemets, sacrifiée, avec une tourelle quadruple qui sera reconvertie en tourelle double. Et c'est donc le pont blindé du navire qui en profitera, dont l'épaisseur sera augmentée. En 1938, les 3 dernières classes King George sont mis sur cale, tandis que les plans sont modifiés une dernière fois afin d'inclure les nouveaux affûts secondaires de 133 mm qu'on retrouvera plus tard sur la classe de croiseur Dido. La classe King George était finalisée et la construction allait bon train. Deuxième partie, une glorieuse carrière. Je vais parler ici du HMS King George V lui-même, sans réellement aborder les autres navires de la classe qui auront droit un jour à leur propre vidéo. Après une construction s'étant passée sans encombre, le King George est lancé le 21 février 1939, et c'est en octobre 1940 que ses premiers essais commencent en Écosse. Et le 11 décembre, le cuirassé entre en service actif sous le commandement de Wilfrid Rupert Patterson, puis est affecté à la Home Fleet, elle-même commandée par l'amiral Sir John Tovey. Il effectuera nombre d'entraînements à cette période. Plus tard, au début de l'année 1941, le navire traverse l'Atlantique jusqu'à Annapolis pour y amener Lord Halifax, ambassadeur aux États-Unis. À son retour en février, le navire a pour mission de fournir une couverture à distance pour l'opération Claymore lors du raid sur les îles Lofoten. Après des missions d'escorte de convoi, le navire reçut pour mission, avec le HMS Rodney, le deuxième navire de classe Nelson donc, de chercher les jumeaux terribles Scharnhorst et Guneisenau, qui font un carnage sur les convois de ravitaillement. Malheureusement, les Allemands se doutaient que leur raid n'allait pas passer inaperçu, et décidèrent de rapatrier leur cuirassé en France. Le King George continuera d'escorter les convois jusqu'à sa prochaine mission, et pas des moindres. Fin mai, le cuirassé Bismarck et le croiseur lourd Prince Eugen sont dans l'Atlantique. Le King George, alors navire amiral de la Home Fleet, est stationné en alerte à Scapa Flow, accompagné du porte-avions Victorious et plusieurs croiseurs. Lorsque les deux navires allemands sont repérés, c'est le HMS Hood et le HMS Prince of Wales, second navire de la classe, même pas rodé, qui partent à la poursuite du Bismarck dans le détroit de Danemark. Les premiers échanges entre les 4 navires ont lieu le 24 mai à 5h49. Le Prince of Wales réussit plusieurs fois à toucher le Bismarck, mais il a des problèmes de fiabilité au niveau de sa tourelle quadruple. Le Hood, lui, est d'abord touché par le Prince Eugen, avant de subir un coup terrible du Bismarck en plein flanc à 6h, déclenchant une immense explosion. Le navire coule en 3 minutes, avec la quasi-totalité de son équipage. Mais le combat continue et le Prince of Wales sera malmené, et par ses adversaires et par ses nombreux problèmes. Un tir du Bismarck explosera la passerelle de commandement, tuant presque tout le monde, sauf le commandant et un autre homme. Ordre est donné de fuir, chose que le cuirassé fera, à la surprise de son équipage, qui pensait que le Bismarck finirait le travail. Ce dernier aura subi quelques coups, dont un perça la ceinture et inonda légèrement le navire, et un autre qui lui fera perdre beaucoup de mazout. Un tir qui scellera le destin du cuirassé allemand. Ce dernier devait donc ravitailler en France, et il continuera son duel à distance avec le Prince of Wales, tout en couvrant la fuite du Prince Eugen. A ce moment, le King George fut rejoint par le Rodney, et ils prirent en chasse le géant allemand, mais les espoirs de le rattraper étaient minces. Même en perdant du mazout, il allait toujours trop vite pour être rattrapé à temps. Une attaque aérienne sera lancée, mais elle ne donnera rien. Le dernier espoir anglais sera une nouvelle attaque, lancée le 26 à 19h40. Et, à 21h, le Bismarck fait demi-tour. Non, il tourne sur lui-même. Ses gouvernails sont touchés, il ne peut plus manœuvrer. Il n'est plus qu'une cible facile pour les cuirassés anglais qui arrivent. Les destroyers et croiseurs auront beau tenter nombre d'attaques, nul ne font de réels dégâts. Il faudra attendre l'artillerie lourde. Le 27 mai, à 8h43, le Bismarck sera repéré par les cuirassés anglais, à 23 km. 8h47, ils ouvrent le feu, indépendamment l'un de l'autre. Mais les tirs sont déjà très précis. 8h49, le Bismarck répond, mais manque. Les 3 cuirassés échangent des coups, mais le combat tourne vite en la faveur des Anglais, qui sont rejoints par les croiseurs. 9h03,
Le Rodney tire et pulvérise la superstructure du Bismarck. Tout le commandement du géant meurt. Dans le même temps, c'est la commande de tir qui est détruite. 9h13, le King George explose la commande arrière. Le Bismarck tire à l'aveugle. Le navire allemand est pilonné. Les canons de 356 mm montrent qu'ils n'ont rien à envier à leurs rivaux. 9h21, la tourelle D du Bismarck explose. 9h27, les tourelles avant arrêtent de tirer. 9h31, un dernier coup de 380 est tiré par la tourelle C. Le Bismarck reste debout mais ne peut rien faire. Le Rodney et le King George s'approchent et continuent de matraquer le cuirassé allemand. Presque tous les tirs touchent leur cible. Le Bismarck ne ressemble plus qu'à une carcasse brûlante. Le géant allemand coulera après 1h30 de combat, alors qu'il avait été mis hors d'état de nuire en à peine 20 minutes. Aucun de ses obus n'atteindra ses adversaires. Mais à peine le combat terminé, que le King George doit repartir. Plus de carburant. Le navire avait eu un rôle décisif dans cette grande victoire. Le navire rentrera donc en Angleterre pour quelques réparations et modifications de ses tourelles. Il reprendra l'action en octobre en attaquant les convois allemands dans les fjords de Norvège. Il escortera ensuite les convois pour la Russie jusqu'en mai 1942, notamment dans l'espoir de trouver le Tirpitz. Il est vrai que le King George n'en avait pas eu assez avec le Bismarck. Mais le Tirpitz n'endommagera pas un seul convoi et ne rencontrera jamais la Home Fleet. C'est justement en mai qu'aura lieu un gros accident pour le King George. En effet, le 1er mai donc, accompagné du cuirassé USS Washington, le King George entre en collision avec le destroyer HMS Punjabi. Ce dernier, qui avait repéré une mine, s'écarta de sa trajectoire avant de se faire empaler par le King George, qui n'eut pas le temps de s'écarter. L'épais brouillard n'arrangeant pas les choses. Le destroyer sera coupé en deux, tandis que la proue du King George sera grandement endommagée sur 12 mètres. 49 membres d'équipage du Punjabi mourront suite à l'accident. Le King George ralliera malgré tout Liverpool le 9 mai pour réparation, avant de rejoindre Scapa Flow le 1er juillet, où il restera jusqu'au 18 décembre, où il repartira en escorte, cette fois pour les convois arctiques. Plus tard, en 1943, et dans le cadre de l'opération Husky, l'invasion de la Sicile entre autres, le navire fera partie des forces de bombardement avec le Hove, notamment, l'un des autres classes King George. Durant cette mission, les navires effectueront surtout des bombardements côtiers. Plusieurs mois plus tard, une fois l'armistice signé, le navire escortera une partie de la flotte italienne, dont faisaient partie notamment l'Andrea Doria et le Giulio, jusqu'à Malte. Le navire effectuera de nombreuses missions d'escorte dans la Méditerranée et ne rentrera en Angleterre que début 1944. Il rentrera alors en carénage à Liverpool et sera de nouveau modernisé pour être ensuite envoyé dans le Pacifique, la bataille de l'Atlantique étant virtuellement gagnée. La plus grosse modification apportée au navire sera le retrait de sa catapulte, qui sera remplacée par une nouvelle structure, tandis que l'armement antiaérien sera de nouveau renforcé, en plus des ajouts effectués lors de ses précédents passages en Angleterre. Les 4 King George restants entrent donc dans le Pacifique. D'abord avec le Hove, le King George fera partie de la nouvelle Pacific Fleet, dont l'épine dorsale seront les porte-avions lourds, le tout commandé par Sir Philip Vian. Avant d'arriver dans le Pacifique, les navires bombarderont les réserves pétrolières de Sumatra. La force attaquera ensuite diverses bases japonaises avant de rallier, en mai, la flotte de Nimitz, qui avait subi des dégâts des suites des attaques kamikazes. Ils reprendront ensuite les bombardements de bases japonaises. En juillet, la flotte est de nouveau rattachée à une task force américaine afin de bombarder la ville côtière d'Itachi. Le 29 juillet, le King George deviendra le tout dernier navire anglais à tirer lors du bombardement de la ville de Hamamatsu. À la fin de la guerre, le King George sera présent lors de la cérémonie de capitulation du Japon, avant de repartir pour quelques modifications. Finalement, et après seulement 4 ans de carrière une fois la guerre terminée, le King George sera placé en réserve, tout comme les autres navires de la classe. Il sera déclassé en réserve étendue en 1955, puis en 1957, seulement 12 ans après la fin de la guerre et moins de 20 ans après sa mise en service. La décision sera prise de démolir le HMS King George V, sort réservé à tous les cuirassés de la Royal Navy, même le HMS Vanguard, dernier cuirassé construit au monde. La classe King George aura malgré tout laissé une trace indélébile dans l'histoire des cuirassés, en tant que l'une des meilleures classes de la Seconde Guerre mondiale,
et ayant combattu tous les ennemis possibles. Rares sont les cuirassés à arriver à la cheville d'une telle carrière. Et il est important de se souvenir de cette gloire, plutôt que de s'arrêter sur une simple histoire de calibre. Un calibre qui aura mis à genoux un géant bien plus mythique et anéanti le meilleur cuirassé allemand. Mon nom est Largosi et je vous ai présenté le HMS King George V. Ce dernier devait donc ravitailler en France. Il continuera son duel à distance avec le Prince of Wales tout en... Ah, j'ai envie de roter. Non, c'est bon, ça vient. Voilà. Ce dernier devait donc ravitailler en France. Il continuera son duel à distance avec le Prince of Wales